c'est exprès ça. T'as vu ? La publicité. Bon, on est prêt ? Tout le monde est là ? Bon, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. J'ai appris l'année dernière déjà que c'est la tradition de faire un bilan de mercato. Donc, si c'est la tradition, on le fasse aujourd'hui. Et d'abord, moi, je voulais faire une petite introduction sur d'où on vient, en fait, avant le mercato a commencé, la situation avec la DNCG et avec l'UEFA, de 2 heures à 3 heures. Non, juste brièvement, comme vous le savez très très bien, on était dans une situation difficile fin juin, début juillet cette année. Et j'ai un peu regardé les chiffres qui étaient publiés déjà sur la situation financière du club depuis la pandémie. Et ce que tout le monde peut voir ou sait, c'est que l'OL a perdu environ au moyen de 100 millions d'euros depuis la pandémie chaque année. Et là, en janvier, pour la moitié de l'année, janvier 25, le club avait perdu plus que 120 millions d'euros déjà. Donc, on n'a pas besoin d'une situation compliquée avec des multiclubs pour perdre de l'argent. C'est un problème qui existe pour nous, mais aussi pour les autres clubs français. Comme tout le monde sait, on a des problèmes avec les droits de télé. C'est pénible, c'est pas facile à gérer pour tout le monde et pour nous non plus. C'est pour ça on s'est trouvé dans une situation en fin juin où on était relégué. Et je dois dire, un scénario deuxième division pour l'OL, c'était pas vraiment un scénario qui se fasse. C'était presque un scénario de faillite. Donc, on était très contents quand, le 9 juillet, on avait eu cette décision de la DNCG de nous maintenir dans la Ligue 1. Et la raison pour laquelle on était maintenu dans la Ligue 1, c'était des injections de cash des actionnaires, des investisseurs, surtout de Michel Kang et d'Ares, qui ont permis au club de survivre. Et cet argent-là, c'était nécessaire, ne pas seulement pour financer la saison 25-26, c'était de l'argent qui était, à cause de ces pertes-là, nécessaire pour financer les pertes des autres années. Donc, ce n'est pas le cas qu'avec les injections qu'ils ont fait, Michel et Ares, qu'on pouvait financer toute la saison 25-26. Et c'est pour ça qu'il y a un encadrement strict de la DNCG. Et dans cet encadrement, on est forcé de générer des revenus. On a besoin de générer des revenus pour la saison 25-26 pour payer les factures, en fait. Et là, générer des revenus, ça se fait soit avec des contrats de transfert, des contrats de sponsoring. Et c'est clair que les ventes des joueurs, c'est la façon la plus probable de générer ces revenus-là. C'est pour ça qu'on aimerait bien garder tous nos joueurs. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas la possibilité de garder tous nos joueurs. Et on a des promesses qui étaient faites vis-à-vis de la DNCG, mais aussi vis-à-vis de l'UEFA. Et on doit les garder, on va réaliser les promesses. C'est pour ça qu'on a un rendez-vous avec la DNCG la prochaine fois. Déjà en novembre ou début décembre cette année. Pas seulement en mai 26, déjà en novembre, décembre 25. Et on est suivi par l'UEFA aussi, clairement, chaque mois, chaque semaine même, pour le Settlement Agreement qu'on avait signé avec l'UEFA pour avoir la possibilité de jouer en Europe. C'est pour ça que même les règlements de l'UEFA nous obligent de générer des revenus. C'est le fair play financier qui s'appelle maintenant Sustainability Rules
de l'UEFA de générer des revenus soi-même. Donc pas avec des injections des investisseurs, des actionnaires. C'est pour ça que c'est très important pour le club de générer leurs propres revenus. Nous, on a choisi de strictement suivre ces promesses et les encadrements de la DNCG qui, en fait, nous a limité sur une masse salariale que nous, on pense, est à peu près 7e de la Ligue 1. Donc, on a toujours, et on avait dit ça plusieurs fois, on a toujours l'ambition et la possibilité de performer sportivement environ les premiers 6 places dans la Ligue 1. Et cet encadrement est aussi difficile pour le timing sur un mercato, vu qu'on avait eu déjà une obligation de signer Matt Turner de Nottingham Forest. Donc il ne faut pas oublier qu'on avait dès le début un bilan de 8 millions en plus. Et cet encadrement nous a obligés de sortir des joueurs avant qu'on signe des joueurs. Parce que la masse salariale, il fallait tomber en dessous la limite pour signer un joueur. Donc le début du mercato, et on avait déjà perdu 2 semaines, 3 semaines à cause de la DNCG, c'était vraiment de libérer la masse salariale pour avoir la possibilité de signer des joueurs. Donc c'était un exercice très, très compliqué. Et là, Mathieu va un peu expliquer comment il a fait. Et je dois dire, dès le début, je suis très, très content avec ce qu'ils ont fait, la cellule de recrutement. Et bien sûr, la dernière journée, Deadline Day, on était très déçus de ne pas avoir pu signer un attaquant. On voulait le faire. C'est pas bien. C'était un peu triste. Mais avant le Deadline Day, je pense qu'on a tous très, très bien travaillé. Mathieu. Bon, déjà, bonjour à tous, bienvenue. Je pense que c'est des moments aussi importants après une période de transfert comme ça qui a été très active pour nous de pouvoir échanger. Donc voilà, on est là aussi pour répondre à des questions. Et après, j'imagine que ça serait encore plus intéressant l'échange. Non, comme Michael l'a dit, ça a été bien sûr une période de transfert compliquée pour nous parce que les restrictions de la DNCG, mais bon, on était au fait de ça. Du coup, on s'est adapté. Une des plus grandes problématiques, c'est qu'on a commencé à entrer sur le marché assez tard, avec, tu as dit 2-3 semaines, mais c'est plutôt même plus. 4-5 semaines. Donc c'est clair que dans le recrutement, le timing, c'est fondamental, c'est crucial, et on était en retard. Mais bon, on a dû s'adapter, on l'a fait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on était tous alignés, de la présidente, Michel, Michael, le recrutement avec Ben Charrier et le coach. On a vraiment essayé de travailler toutes les targets qu'on a voulu faire venir ensemble, avec trois règles qui étaient importantes pour nous et fondamentales. C'était bien sûr le niveau, la performance sportive, l'état d'esprit, parce qu'on voulait créer une vraie culture d'équipe dans le groupe, et bien sûr la situation économique, parce que c'est une des premières fois que je fais un mercato avec un directeur financier à côté de moi pour checker toutes les rentrées si elles sont possibles. Alors mettre des joueurs dans des cases, c'est très compliqué pour moi. Sur le terrain, c'est plus facile, mais bon, on a dû s'adapter. Donc c'est sûr que ça a été compliqué. Maintenant, on est assez satisfait du recrutement qu'on a pu faire. Je pense qu'il y a 7 joueurs qui sont arrivés. Des joueurs très importants sont partis, des joueurs très talentueux. C'était compliqué de les remplacer. On savait qu'on devait travailler différemment. C'est pour ça que j'ai parlé d'état d'esprit, de mentalité, de culture d'équipe, parce que c'est un nouvel OL que vous allez voir. On a pu en voir les prémices sur les premiers matchs. La préparation a été très bonne. Les matchs amicaux, on était assez positifs sur ce que l'équipe pouvait mettre en place. Et là, les premiers matchs sont encore une fois positifs. Donc on est bien sûr content de notre position à l'heure actuelle. Maintenant, bien sûr, comme Michael l'a dit, la dernière journée nous laisse un goût amer, parce que voilà, on aurait aimé faire au moins un attaquant supplémentaire. On n'a pas pu le faire.
Mais on s'est donné des objectifs financiers et sportifs. Et honnêtement, la target qu'on voulait, on n'a pas pu la faire pour des raisons qui sont liées au marché, qui sont liées au contrat. Donc bien sûr qu'on a été très déçus, mais on ne voulait pas non plus prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Donc voilà, avec le coach, avec la direction, on s'est posé longuement, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé de rester comme ça. Il y a Martin qui est arrivé aussi, donc bien sûr qu'il y a un attaquant. On voulait Martin, on connaît ses qualités, on le suit depuis longtemps. C'est un joueur qui va nous amener aussi de l'envie. Il est revanchard aussi, il a une blessure qui était importante. Mais tous les joueurs qui sont arrivés vont amener leur plus-value dans ce qu'on recherche, parce que les critères étaient importants aussi au poste. Donc pour nous, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est notre coach, bien sûr, Paulo Fonseca. C'est un coach de très haut niveau. C'est un coach qui s'est aussi adapté à la situation. Il a compris les enjeux, ce qui était important aussi. Sans lui, je ne pense pas qu'on y serait arrivé non plus. On a tous travaillé ensemble, comme je peux le répéter, parce que c'était un moment important pour le club. Parce qu'encore une fois, on parlait de la survie du club. Donc pour nous, c'était important de suivre le cadre de la DNCG et pas le dépasser. Par moments, ça a été compliqué. Vous savez, il y a eu un épisode pour un joueur que je ne citerai pas. On n'a pas voulu dépasser le budget, c'est comme ça. Parce que c'était l'objectif qu'on s'était donné. Et je pense qu'on a eu raison. Donc voilà, tous les joueurs qui sont arrivés, pour nous, sont des joueurs qui vont amener une vraie plus-value au club. La dynamique est bonne. Comme je le répète, on a un groupe qui vit bien. On a fait un match contre Marseille qui était pour nous, quelque part, un match test, parce qu'on a un adversaire qui s'est beaucoup renforcé. Et on connaît le scénario de l'année dernière. Cette année, c'est nous qui le gagnons. Donc ça montre que l'équipe a montré aussi beaucoup de courage, de valeur, de combat. Et le but que met Pavel, c'est un peu l'esprit que j'ai envie de mettre en avant sur ce mercato-là. Ça veut dire que cet OL va être différent. Il ne va pas gagner tout le temps par le talent, ça c'est clair. Mais par contre, il va gagner avec le cœur, j'en suis persuadé. Et ça, c'est les valeurs qu'on veut mettre en avant. On a tous travaillé très dur. La fin était un peu... Et voilà, on n'a pas aucune a priori pour le dire. On est un peu frustré de la fin. Mais c'est comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on est tous alignés. Et j'ai vu un groupe vivre après le match de dimanche. Et c'est ce qui m'a rassuré. Et voilà, c'est que le début du championnat. C'est que 3 victoires. Voilà, on ne vise pas de titre, on ne vise pas de... Voilà. L'objectif, je l'ai dit depuis le départ, c'est toujours de faire mieux que les saisons précédentes. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et voilà, je vois un groupe concerné, donc voilà, on est optimiste et positif. Voilà. Et après le reste, c'est pas nous qui le dictons, mais c'est bien sûr que c'est sur le terrain que ça se joue. Donc on verra ça dans les prochaines semaines. On va passer aux questions. Juste, je peux vous présenter. Bien que Mathieu et Michael vous vous identifiez. Michael, bonjour. Georges, RMC Sport. Tu as parlé de chiffres, la 7e masse salariale. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu et surtout de savoir la baisse, parce qu'on lit beaucoup de chiffres. Est-ce qu'au niveau des ventes, vous êtes rentré dans les clous de ce que demandait l'UEFA ou la DNCG? Bon, je ne peux pas donner des chiffres des autres clubs, mais nous, on a réduit la masse salariale plus que la moitié. Donc, j'ai jamais vu dans ma carrière, et c'est 20 ans, une baisse pareille. Donc, c'était ça le plus compliqué de gérer. Aussi, le timing, la technique de cette baisse, parce qu'on avait commencé un peu plus haut que la limite. Donc, au début, il fallait descendre en dessous de la limite pour monter encore avec des acquisitions. C'est pour ça, vite, très très vite, nous deux, on a parlé avec Michel de vendre des joueurs très très vite, peut-être à des prix qui sont un peu plus bas, juste pour libérer la masse salariale. Donc ça, c'était l'exercice qu'on avait fait juste au début du mercato. Et je rebondis sur ce que dit Michael, il a raison, une des grandes difficultés, c'était ça, c'était qu'on est au-dessus de la masse salariale, donc il fallait d'abord, bien sûr, vendre, mais aussi sortir des salaires, ce qui était le plus compliqué, pour pouvoir recruter. Et pour nous, tant qu'on ne faisait pas ces sorties-là, voilà, on était inactifs sur le marché. C'est pour ça que j'ai parlé
de plan en 3 phases, sortie de joueurs, baisse de masse salariale et ensuite recrutement, parce qu'on pouvait rien faire. Donc, encore une fois, je parlais tout à l'heure de timing dans le recrutement, et c'est crucial, parce que le marché est hyper concurrentiel, hyper compétitif, et plus vous prenez du retard, voilà, plus les top joueurs s'en vont. Et un des marchés qui était important pour nous était le marché des joueurs libres, et voilà, les meilleurs joueurs sont partis très vite, et donc c'était une difficulté supplémentaire. Le niveau fourchette, si on dit de 170, 160 à la moitié, on est dans la bonne fourchette? En millions, bien évidemment. Bon, t'es toujours très bien informé, donc... Nickel. Alexandre Corboz, Journal But. Je voulais aussi te poser la question par rapport justement aux ventes de joueurs. Est-ce que c'est suffisant pour tenir la saison? Est-ce qu'on aura un mercato de janvier du coup plus calme, avec moins d'obligations, et de facto aussi en fin de saison, moins d'obligations? Alors c'est clair que la plupart, on l'a fait. Donc ça, pour moi, je peux dire, une vente comme Malik Fofana, on ne va pas le faire. S'il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Là, tu ne sais jamais, il y a des risques, il y a toujours des risques. Mais pour moi, on verra en janvier, pas seulement pour les ventes, mais aussi pour les acquisitions. On a laissé un petit peu de budget libre comme ça, dans l'encadrement de la DNCG, pour avoir la possibilité de réagir en janvier. Ça, c'était aussi la décision qu'on avait prise lundi, de laisser un peu un budget libre pour réagir en janvier. Donc là, on verra ce qui se passe. Il y a toujours des risques aussi financiers. Il y a des partenaires qui font faillite, qui ne payent pas. Il y a des autres clubs qui font faillite, qui ne payent pas. Et là, ce qu'on avait dit avec Michel et moi, on ne va pas prendre les mêmes risques que l'année dernière. C'est plus jamais. Avec nous, ça ne se passe pas. Parce que là, ce qu'on a vécu pour un an, mais non, c'était trop difficile à gérer avec l'UEFA, avec la DNCG. On veut aller au rendez-vous de la DNCG avec la certitude qu'on va survivre. Donc c'est pour ça, c'est très important de savoir ce qui se passe les prochains mois, mais normalement, pour répondre à ta question, normalement, il n'y a pas grand-chose. François Tixier, l'AFP. Il y a toujours la possibilité, alors tu disais les joueurs libres, les bons joueurs libres sont déjà partis, mais est-ce que vous ouvrez une possibilité de prendre un joker? Vous avez une possibilité encore? Oui, on savait aussi qu'on avait cette possibilité-là. C'est pour ça que rien n'est fermé. C'est pas sûr qu'on soit actif, mais on peut l'être aussi. Voilà, on va se donner aussi ce temps-là de réflexion, de travail, pour savoir si on peut amener la bonne personne, le bon joueur, le joueur qui va nous amener quelque chose et une plus-value à l'équipe. Et pour les joueurs libres, c'est fini. Il n'y a rien en explorant qui... Si, il peut y avoir des joueurs libres encore sur le marché. On a échangé j'ai échangé, Michael, pareil, avec pas mal d'agents. On aurait pu signer un attaquant sur les dernières heures du mercato. On ne l'a pas fait parce que justement aussi, on ne voulait pas répéter aussi les erreurs du passé. L'équipe à l'heure actuelle performe avec un effectif qui nous convient. Voilà, chaque joueur qu'on va amener devra amener une plus-value à l'effectif. Arnaud Clément, Le Progrès. Est-ce qu'à date, vous estimez que l'effectif est assez armé pour pouvoir gérer 3 compétitions de front et les jouer à fond toutes? On a dit qu'on était sorti déçus de la dernière journée du marché, donc bien sûr qu'on sait que l'effectif n'est pas complet. On aurait aimé avoir un attaquant supplémentaire, un excentré droit probablement. Maintenant aussi, dans la construction de l'effectif, pour nous, il était important de recruter des joueurs avec des qualités hybrides un petit peu, des joueurs capables de jouer plusieurs positions. Pavel est capable de jouer plusieurs positions sur le front de l'attaque. Adam, pareil. Le jeune Afonso, pareil. Martin est arrivé aussi, qui est un vrai pur neuf. Et le coach a montré aussi qu'il était capable de jouer sans numéro 9 contre Marseille. Et il l'avait même fait l'année précédente en ayant Alex Lacazette et Georges Mikotakze dans l'effectif. Ça veut dire que voilà, on va se donner les possibilités de faire avec ce qu'on a pour le moment.
Mais bien sûr qu'on aurait fait probablement mieux avec un attaquant supplémentaire. Bonjour Mathieu, Tom Bonnard pour Radio Scoop. C'est aussi le mercato où les jeunes ont leur carte à jouer. On en a vu quelques-uns monter de la réserve dans le groupe professionnel. Les jeunes auront leur chance dans les rotations, justement? Non, exactement. Et on le voit avec le jeune Khalis. Voilà, c'est important aussi de donner l'espace aux jeunes joueurs talentueux venant du centre de formation. Voilà, c'est eux aussi à aller chercher l'opportunité. Mais c'est clair qu'on ne voulait pas boucher un espace avec un joueur qu'on ne voulait pas vraiment, qui était là pour compléter l'effectif. Bien sûr que les jeunes joueurs vont avoir leur mot à dire, mais il n'y aura pas de pression pour les faire jouer. Ce sera au coach de faire ses choix quand il sentira qu'ils seront prêts pour jouer. Mais on voit avec Khalis que voilà, quand il y a une opportunité, notre centre de formation est encore performant. Voilà. Mathieu, comment ça s'est passé avec Georges Mikotadze? Comment vous l'avez fait? Comment tu as un petit peu instillé cette idée qui, d'une certaine manière, qui sauve l'académie, l'institution? Alors premièrement, je pense que Georges était au fait de l'intérêt de Villarreal et ses agents qui sont venus vers nous. Je pense que Georges a aussi compris. Je pense qu'il l'a exprimé d'ailleurs bord de pelouse dimanche après le match. Il comprenait que l'institution était au-dessus de tout, et c'est ce qu'on pense tous. On travaille tous, jour et nuit, pour la réussite de l'Olympique Lyonnais. Ça n'a pas été simple, honnêtement, je peux le dire. Mais encore une fois, Georges a fait un choix. Il connaissait notre position, et ça s'est fait naturellement, presque, je vais dire. Bien sûr que, voilà, dans un monde idéal, Georges voulait rester, nous on ne voulait pas qu'il parte, mais la réalité était que, voilà, il est parti. Et voilà, je pense que c'était un peu notre objectif final, parce qu'il fallait faire une dernière vente, et je pense que Georges l'a bien compris, mais on est dans un projet qui l'intéressait aussi. Je sais que, voilà, Georges adore le football espagnol, il voulait jouer la Champions League, donc le projet était probablement parfait pour lui. Bonjour Michael, Régis Dupont, l'équipe. Comment ça s'est passé avec le nouveau président, la nouvelle présidente du club? Est-ce qu'elle intervenait tous les jours? Est-ce que vous vous rendiez compte tous les jours? Comment ça se passait concrètement avec Michel Caron? Bon, évidemment, le travail avec la DNCG, c'était complètement différent que dans le Mercato. Le Mercato, elle était toujours au courant de ce qu'on fait. Elle voulait être informée, mais elle n'est pas rentrée dans les discussions techniques avec Mathieu, avec la cellule de recrutement. Et elle a beaucoup de confiance à la cellule de recrutement, donc elle était toujours au courant, mais pas vraiment plus. Avec moi, plutôt un reporting sur l'encadrement de la DNCG, c'est ça. Donc on a échangé tous les jours les chiffres, où on est. Et ça, pour elle, c'était très important de savoir où on est, dans quelle direction on va. Dans votre plan pour les mois et les années qui viennent, pendant combien de temps Lyon va vivre comme ça, sous contrainte? Parce qu'on a bien compris que l'actionnaire n'était pas forcément assez puissant pour verser beaucoup d'argent. C'est quoi l'horizon? Bon, ça dépend un peu de la situation en France en général, avec les droits de télé. Parce que là, c'est le problème le plus grave en ce moment, pour moi. Je pense qu'on a bien commencé avec la plateforme les premières 3 journées. Et j'espère qu'on va venir dans une situation à peu près normale pour les droits de télé dans 3 ans. Ça correspond un peu aussi avec le plan qu'on a avec l'UEFA. On a un settlement agreement jusqu'à 28. Donc pour moi, le chemin, c'est plutôt les prochains 3 ans pour le club de vraiment revenir dans un état normal, si aussi la situation des droits télé en France sera normale aussi. Pour avoir une idée, au niveau des droits TV, c'est quoi l'avant et après dans vos recettes? Ah là, on est à presque zéro. Pour moi, ça m'intéresse même pas s'il y a des petits changements. T'as
50 000 en plus ou 60 000 en plus, pour le big picture, ça ne change rien. Donc, moi, bien sûr que je viens d'un club qui avait 100 millions de droits de télé tous les ans. Donc, pour moi, c'est dur à voir ce qu'il y a en France en ce moment. Et même les plans qu'on a avec la Ligue les prochains 3 ans, ce n'est pas à 100 millions. Mais j'avais dit à Michel que je pense que si on arrive d'avoir des droits de télé normales, on pense qu'on va être dans l'équilibre dans les 3 ans qui viennent. Est-ce qu'à terme, l'idée de mettre en place un salary cap est une éventualité? Ah oui, ça j'avais discuté ça les derniers 20 ans, tout le temps. Et là, je suis convaincu qu'avec la législation en Europe, ce n'est pas possible, en fait. Et le dernier essai que j'avais fait, c'était quand on a changé les règlements du fair play financier avec mes collègues du PSG. On avait parlé avec l'UEFA et avec des avocats. Et vraiment un hard cap, donc un cap qui a des chiffres, par exemple, pas plus que 10 millions pour un joueur, pas 100 millions pour la masse salariale. Ce n'est pas possible juridiquement. Donc je pense que ce qu'ils ont fait à l'UEFA, en fait, je trouve ça une bonne solution avec les football earnings, donc la relation entre les revenus et la masse salariale. Ça doit être à peu près rationnel. Donc, si ta masse salariale dépasse 100% de tes revenus, il y a un problème, ça, c'est clair. Donc, à l'UEFA, on avait toujours vu une relation de 70-75% des revenus pour la masse salariale. Ça revient un peu plus sain. À Munich, bien sûr, on avait moins que 50%. Donc, ça, c'était autre chose. Mais si on trouve un cadre où tout le monde travaille dans un cadre sain, je pense que c'est la meilleure solution qu'on peut trouver en Europe. Mathieu, dans le cadre du transfert de Ryan Cherki, il était question d'un prêt d'un joueur de Manchester City. Ça n'a pas abouti. Oui, nous deux, on a beaucoup parlé avec nos collègues à Manchester City. On a suivi quelques pistes. Et à la fin, c'est aussi difficile si tu as des talents à Manchester City qui ont des propositions d'autres clubs avec plus d'argent, avec des compétitions européennes. C'est pas facile parce qu'il faut l'accord de joueur aussi. Tu peux faire un accord entre club et club sans le joueur, c'est pas de problème, mais il faut avoir l'accord du joueur aussi. Donc Mathieu, tu peux expliquer un peu, mais il a bien insisté, mais à la fin... Oui, on a échangé, surtout au début, assez longuement, sur la possibilité de faire venir un joueur de Manchester City. Maintenant, c'était un peu compliqué parce que c'était pas une clause contractuelle, c'était une clause orale. Donc voilà, c'était aussi du bon fait de Manchester City et du joueur, comme le dit Michael. Voilà, tout n'était pas réuni pour faire venir un joueur de City, donc ça s'est pas fait. Maintenant, on a essayé. Ils ont été plutôt coopérants, mais voilà, on n'a pas réussi à trouver le bon joueur pour nous rejoindre. Est-ce que ça se garde comme possibilité à l'avenir, du coup, Je pense que oui, les relations sont bonnes avec Manchester City. Ça s'est pas fait là, on verra en janvier. Peut-être que ça se passera. Alors, je vais insister. Non, mais comme Mathieu dit aussi, on a des bonnes relations avec des clubs comme Manchester City et on est toujours en contact. Donc là, on travaille avec plusieurs clubs, toujours sur des possibilités de prêter des joueurs. Donc je pense que si c'est écrit sur un papier ou pas, on a des relations qui nous permettent de trouver une solution. Émeric Alvina, Dauphine Libéré. Vous parliez au début du cas Matt Turner que vous avez découvert au début de l'été. Aujourd'hui, vous avez la certitude que vous n'allez pas avoir d'autres cas comme ça à l'avenir, j'en sais rien, un prochain mercato d'hiver, un engagement passé précédemment avec un joueur de Botafogo? Bon, je connaissais le cas Matt Turner parce que j'étais directeur sportif de Eagle. Ça ne veut pas dire que j'étais très content, mais je connaissais le cas. Je ne pense pas qu'il y a autre chose. Donc pour moi, il y avait des transferts entre Nottingham
et Botafogo pour des ventes de Botafogo et des acquisitions de l'OL. Donc c'était 5 joueurs qui étaient concernés. Le cas Danilo, à la fin, il est allé à Botafogo, donc ça ne concernait pas l'OL. Le cas Turner, on avait une convention de transfert signée. On a essayé de négocier avec Nottingham, mais là, je comprends aussi, Nottingham, ils avaient le droit de vendre le joueur. Donc, on n'a pas trouvé une solution. Par contre, on a trouvé une solution pour prêter le joueur dans la MLS. Et on espère on a déjà vu qu'il fait très, très bien. Il a empêché, Michel a remarqué ça, il a empêché Son, son premier but pour LAFC. Donc là, oui, je pense que c'était la meilleure solution pour tout le monde à la fin. Bonjour, David Attali, Foot Mercato. Une question pour vous, Mathieu. Est-ce que le mercato est totalement clos dans le sens des départs? Parce qu'on sait qu'il y a des marchés qui sont encore ouverts. Non, je l'ai dit tout à l'heure, non. On se donne la possibilité d'aller sur le marché des jokers ou des joueurs libres. On va voir ce qui peut se passer dans les prochains jours, semaines. Dans le sens des départs, chez vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent partir Ah, des sorties, c'est possible. C'est possible qu'un joueur, voire 2 partent, parce qu'il y a des marchés aussi étrangers qui sont encore ouverts. Donc oui, c'est possible. Jérôme Mariel, la chaîne Équipe, je voulais juste une précision concernant les joueurs libres. Là, vous parlez de joker, donc vous avez le droit à un joker, c'est ça? Oui, c'est ça. Un joker et joueur libre. Autant qu'on veut. C'est ça. Et est-ce que vous gardez espoir de récupérer de l'argent parti à Botafogo dans les mois qui viennent? Donc là, c'est une discussion entre les actionnaires de Eagle qui est en train de se faire avec, je pense, une armada de comptabilité. Et donc ça, en ce moment, ça ne concerne pas l'OL en direct. Et les actionnaires, ils sont en train de analyser la situation. Et pour moi, en ce moment, on a budgété quelques transferts qui étaient faits entre l'OL et Botafogo. Et on reste sur la situation contractuelle comme elle est. Une dernière question éventuellement. Mathieu, vous avez parlé un petit peu de la cellule de recrutement. Donc, globalement, si j'ai bien compris, vous êtes totalement satisfait du travail qui a été mené. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa façon de bosser et est-ce que vous avez évoqué la possibilité de l'étoffer encore Oui, c'est vraiment un département qu'on veut développer, qu'on veut maximiser. Ça, on en a échangé régulièrement avec Michael. On veut donner beaucoup plus de moyens à Ben Charrier. Parce que voilà, encore une fois, la concurrence est de plus en plus difficile. On doit avoir accès à des marchés de plus en plus, on va dire, lointains. Mais non, je suis très content du travail de la cellule de recrutement. Ben a fait un travail fantastique. Maintenant, il faut aussi voilà, l'accentuer, le développer. Et ça, on est en réflexion. Il y a des marchés aussi mineurs qu'on n'avait pas l'habitude de scouter, qu'on a été ces derniers mois. Comme voilà, on a pris 2 joueurs tchèques. C'est des marchés qu'on n'avait pas trop l'habitude d'aller, mais voilà, qui étaient intéressants pour nous. Comme j'ai dit, on a changé notre façon de travailler. On a évolué. Voilà, c'était aussi une nécessité. Donc on va continuer en ce sens, oui. Ok. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à vous. La vérité, je crois que vous vous rendez pas compte. Faites comme si j'étais pas là, mademoiselle. Bon les gars, vous n'allez pas me laisser traverser tout seul, non? Désolé, hein. Regarde qui...